Mercredi 16 juillet, un rapport de l'INSEE a révélé que l'âge moyen de la première maternité en France continue de s'élever en 2023. Les femmes deviennent mères pour la première fois en moyenne à 29 ans, soit près d'1 an de plus qu'en 2013 et plus de 5 ans par rapport à il y a 50 ans. Face à cette tendance, le président de la République Emmanuel Macron a appelé l'an dernier à un réarmement démographique du pays. Les politiques publiques peuvent-elles vraiment favoriser la natalité? Et si oui, comment? Bonjour Julien Damon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'ancien directeur des études de la Caisse nationale des allocations familiales et vous êtes l'auteur des Batailles de la natalité aux éditions de l'Aube, paru en 2024. Alors, en 2010, la France a connu un pic de natalité avec 828 000 naissances. En 2023, on tombe à 663 000. Comment expliquer une telle baisse ? Alors, je pense que chacun a son explication, et donc c'est une sorte de bataille idéologique. Les uns vont vous dire c'est à cause de Monsieur Hollande qui a raboté un peu la politique familiale, les autres vont vous parler de l'individualisme des jeunes, etc., etc. Donc, il n'y a pas une explication unique. Alors, je ne me réfugie pas derrière une telle réponse pour ne pas répondre. Il faut avoir à l'esprit que la baisse de la fécondité, c'est quelque chose qui affecte l'ensemble des pays riches, ce qui ne surprendra pas vos auditeurs qui se réveillent, mais ça concerne également le monde entier. Donc, il y a une baisse du désir d'enfant et une baisse de la réalisation du désir d'enfant dans l'ensemble du monde. Et pour terminer une réponse à peu près concrète dans cette affaire, je pense qu'il faut avoir à l'esprit deux choses. C'est que le désir d'enfant, il est fonction de nos conditions de vie, mais il est surtout fonction de nos considérations sur la vie. Et celles-ci ont beaucoup évolué. Est-ce que dans vos analyses, vous prenez en compte ce qu'on dit souvent, l'éco-anxiété, le contexte géopolitique, les moyens aussi, le logement, cette crise sociale qui peut aussi expliquer le fait de ne pas avoir un deuxième enfant ou même parfois un premier? Alors, vous avez multitude d'enquêtes, de sondages, d'études qui s'accumulent, tant mieux parce que tout ceci converge et en effet, vous avez une éco-anxiété chez les jeunes générations, donc les futurs parents, les potentiels parents, une éco-anxiété qui est plus prononcée qu'il y a 1 ou 2 décennies. Mais ceci dit, si on se projette plus en arrière, vous aviez une forme d'éco-anxiété qui était plus poussée dans les années 60 ou 70, quand on ne s'inquiétait pas de dépopulation, mais de surpopulation. Et cette éco-anxiété, elle est aujourd'hui fonction du changement climatique, elle était, il y a 40, 50 ans, fonction de la crise potentielle du nucléaire. Éco-anxiété qui se double de troubles géopolitiques qui inquiètent, qui légitimement inquiètent, mais qui ont toujours inquiété. Enfin, je dis qui ont toujours inquiété. Il y a eu d'autres périodes de l'histoire et de l'histoire relativement récente où vous aviez des troubles géopolitiques extrêmement prononcés. Alors c'est vrai que, hélas, vous avez la perspective de conflits dits de haute intensité qui se précisent, ou en tout cas qui seraient à se préciser. Vous aviez des préoccupations sur la Troisième Guerre mondiale qu'on trouvait lorsque moi j'étais jeune, par exemple. Bien. Vous avez également dans votre question évoqué la question des conditions de vie, enfin le thème des conditions de vie, et bien évidemment, ceci a son impact. Alors ceci dit, vous aviez des taux de fécondité bien plus élevés, une natalité bien plus élevée, quand les conditions de vie étaient bien plus dégradées, en tout cas bien moins favorables, ne serait-ce qu'en termes de logement. Mais il faut prendre en compte ce que pensent les jeunes gens et ce à quoi ils aspirent. Ce à quoi ils aspirent, c'est, oui, à des conditions de vie bien plus élevées que ce qu'elles étaient il y a quelques décennies. Et surtout, ce à quoi ils aspirent, c'est à mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Et un point clé, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est le point absolument clé de ce dossier. Est-ce que cette égalité entre les hommes et les femmes, notamment, j'imagine, pour les tâches ménagères, la garde d'enfants, etc., elle est prise en compte par les autorités? Alors, elle est prise en compte, certainement insuffisamment, assurément même insuffisamment, mais tout de même de façon copieuse. Prenons une seule illustration. Vous avez toute une politique familiale qui est faite d'allocations, de réductions fiscales, etc. Alors les orfèvres du truc connaissent bien et les Français, naturellement, sont un peu paumés dans tout cet édifice. Mais pour le préciser, vous aviez essentiellement des prestations monétaires, des sous qui arrivaient sur votre compte en banque, qui continuent à arriver sur le compte en banque des jeunes gens qui ont des enfants, pour compenser le coût des enfants. On cherchait à ce que les enfants coûtent moins cher. Bien, on continue à le faire. Mais depuis une trentaine d'années, vous avez le développement d'une politique d'accueil de la petite enfance. Alors, tout le monde connaît les crèches, les assistantes maternelles, les difficultés, les parcours du combattant, etc., etc. Mais bonne nouvelle pour le matin, réveillons-nous, ça s'est amélioré sur 30-40 ans. Vous avez une offre qui s'est considérablement densifiée, mais qui est insuffisante au regard de la progression des aspirations. Plus on fait,
plus la demande augmente. Alors, on ne devrait pas le dire de la sorte. En fait, on fait beaucoup, mais on n'arrive pas à couvrir une demande qui augmente. Une illustration avec un chiffre très simple. Quand on était en 2000, vous aviez encore la moitié des Français qui répondaient que le mieux pour un enfant, c'était que sa maman le garde à la maison. Aujourd'hui, vous n'avez que, alors certains hurleraient en disant que c'est déjà beaucoup, vous avez 20% des Français qui répondent cela. Vous voyez, en peu de temps, finalement c'est un quart de siècle, vous avez un mouvement très puissant. Sur cette politique de la petite enfance, pourquoi n'est-elle pas plus mise en avant par le pouvoir politique? Alors, la politique petite enfance. Si par politique petite enfance, on entend crèche, assistante maternelle, eh bien, vous avez tout de même des volontés d'améliorer la situation. On a même créé dans la doctrine juridique une notion qui est le service public de la petite enfance. Comme on n'arrive pas à aller jusqu'au bout du dossier, on fait un truc bureaucratique, on a créé dans le droit une obligation des collectivités territoriales à être une autorité organisatrice de la petite enfance. Donc ça fait un terme très pompeux, avec un contenu finalement assez faible. Mais enfin, à mon sens, et au sens de quand même pas mal d'autres observateurs, dans un pays qui vieillit, dans un pays dans lequel il y a scoop de la matinale, des tensions budgétaires importantes. On fait beaucoup pour les personnes âgées. Alors, je ne veux pas tomber dans la gérontophobie et la grande bagarre, mais quand vous êtes un élu local, est-ce que vous faites davantage pour les personnes âgées ou davantage pour les jeunes parents? Vous faites en fait nécessairement davantage pour les personnes âgées. Pour une raison assez basique, c'est qu'être personne âgée, ça dure bien plus longtemps que d'être parent de jeunes enfants. Donc, c'est assez caricatural ce que je vous raconte, mais c'est vrai. Dans un pays qui est vieillissant, c'est difficile de faire des efforts pour la petite enfance. Parce qu'on se dit que ça pourrait être très porteur quand même politiquement de proposer une place en crèche pour tous les enfants, peut-être d'y associer d'ailleurs le secteur privé. Ah oui, alors le secteur privé y est associé, il y a des affaires, des bagarres, comme dans le cas d'ailleurs des services pour les personnes âgées. Je pense qu'en effet, dans tout discours politique, c'est très bon que de dire: alors, je vais faire une priorité de la petite enfance, je vais en même temps faire une priorité pour les personnes âgées, puis pour les personnes actives, donc on multiplie les priorités. Mais quand on est aux affaires, se pose la question budgétaire ici. Et c'est vrai que le sujet de la petite enfance, aussi sympathique puisse-t-il paraître, parce que les bébés, globalement, c'est plutôt marrant, et les jeunes enfants, c'est plutôt rigolo, et même les ados, je pense à mes enfants qui m'écoutent là. Donc oui, bien sûr, il faut que on dise que c'est formidable. Mais quand il s'agit de choisir, quand il s'agit d'établir des priorités, ça n'est pas la petite enfance qui arrive en premier. Et puis, disons-le aussi d'une autre façon, c'est que ça a été vu souvent et longtemps dans l'histoire comme un sujet de dame, voilà, comme un sujet de femme, et pas comme un sujet aussi sérieux que, je ne sais pas trop quoi, plein de choses. L'économie, les finances. etc. Et donc ce sujet, qui est plutôt vu comme un sujet quasi-domestique, on n'y a pas mis autant d'intelligence et d'investissement que le thème le commande. Alors en janvier 2024, Emmanuel Macron appelait à un réarmement démographique du pays et il faisait des annonces pour soutenir la natalité. Quels sont les résultats un an après? Alors, d'abord, c'est vrai qu'il a utilisé cette notion de réarmement démographique qui a fait un débat, et à mon avis inutilement un débat parce qu'on n'a parlé que de sémantique et pas du contenu de ce plan. C'est peut-être fait exprès d'ailleurs. Je ne sais pas, alors là je ne sais pas. Je pense qu'il fait du réarmement dans tous les sens, là, du réarmement budgétaire, du réarmement militaire, donc je ne sais pas si la langue a fourché, mais justement, mettons de côté la coquetterie sémantique et regardons concrètement ce qui s'est passé. Et répondons d'emblée, il ne s'est pas passé grand-chose. Ceci dit, il y avait deux éléments à son plan. Un plan de lutte contre l'infertilité. Qu'est-ce que l'infertilité? C'est l'infertilité subie. Vous avez des jeunes gens, enfin plus ou moins jeunes, des gens qui vous disent: je veux des enfants, mais je n'y arrive pas. Et donc oui, les politiques publiques sont fondées à les aider, donc accélérer par exemple le recours à la procréation médicalement assistée. Soyons concrets, il ne s'est pas fait grand-chose depuis 1 an et demi en la matière, hélas. Et deuxième élément de ce plan, il y avait, c'est plus technique, plus bureaucratique, une révision de l'indemnisation du congé parental, c'est-à-dire des prestations qui viennent remplacer vos revenus lorsque vous cessez partiellement ou complètement votre activité professionnelle, et la promesse d'une révision assez intelligente d'ailleurs, parce que ça correspond à ce que les études accumulées soutiennent depuis longtemps, c'est diminuer le temps potentiel de bénéfice de cette indemnisation et en augmenter le montant. Et donc plusieurs fois, on en a parlé, plusieurs fois ça a été répercuté dans les débats publics, on lui a même trouvé un nouveau nom, ça s'appellerait le congé de naissance, mais concrètement ça n'a même pas été, ça n'a pas du tout été mis en œuvre. À quand remontent les premières politiques natalistes en France? Alors, question très précise, réponse très précise et rapide, ça date
de la guerre de 1870. Alors, c'était pas pendant la guerre de 1870, c'est parce que, comme les Français ont pris une raclée, enfin j'exagère un peu, mais c'est pour réveiller, comme les Français ont perdu contre l'Allemagne, qui était une puissance démographique bien plus inquiétante, eh bien, à la fois les autorités, les entreprises, les ligues, tout ce que vous voudrez, tout ce qui constituait la France, s'est dit qu'il fallait faire des efforts en matière de démographie, et donc ça a soutenu des premières politiques publiques en la matière. Comment, si on avance un peu dans le temps, les décrire, ces politiques natalistes, notamment au XXe siècle, et est-ce qu'elles sont adaptées aux modèles parentaux d'aujourd'hui ? Alors je pense que c'est la clé, c'est que d'abord, il y a une visée nataliste à l'ensemble des politiques familiales, c'est vraiment, comme on le dit aujourd'hui, dans leur gène ou dans leur ADN. Mais elle date pour beaucoup de 1945, parce que la politique familiale, c'est un des éléments de la sécurité sociale. Joyeux anniversaire, d'ailleurs, la sécurité sociale fête cette année ses 8 décennies, mais à l'intérieur de la sécurité sociale, il n'y a pas que l'assurance maladie, il y a également la politique familiale. On a fait toute une émission sur le sujet hier. Ah, ben, vous allez voir, réécouter en replay. Ah oui, mais d'ailleurs j'avais vu, mais en tout état de cause, vous allez en faire plein parce que c'est en octobre que se fête l'anniversaire de la sécurité sociale. Mais je réponds à votre question, c'est vrai que notre politique familiale, dans ce qui la constitue aujourd'hui, dans son ossature contemporaine, elle est axée sur la famille, pas de 1945, il ne faut pas exagérer, mais sur la famille des 30 Glorieuses. Qu'est-ce que la famille des 30 Glorieuses ? C'est Monsieur Gagne-Pain qui travaille, Madame au foyer qui élève une famille nombreuse. Eh bien, tout ceci a profondément éclaté. On pourrait entrer dans 1000 détails, mais quel est le sujet clé, que j'ai d'ailleurs déjà évoqué, c'est le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, les jeunes gens, veulent à la fois exercer une activité professionnelle et aspirent toujours à avoir des enfants, moins, mais veulent toujours avoir des responsabilités familiales. Est-ce que cette égalité femmes-hommes, elle était présente dans le plan présenté par la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, le 8 juillet dernier à l'Express ? Alors, elle l'a évoqué. Le plan est un ensemble de dispositions qui, pour avoir été déjà plusieurs fois évoquées, pour ne pas être aujourd'hui complètement mises en œuvre, tout de même, met en avant toujours, et à juste titre, cette question de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Donc oui. Dans les discours. C'est la clé. Oui, dans les discours, mais je dirais aussi quand même, pour pas jeter la pierre aisément à des politiques qui ne sont pas complètement mises en œuvre aujourd'hui. Ah, c'est vrai, surtout des effets d'annonce. Il faut regarder ça sur un temps relativement long. Vous allez me dire, les bébés, il faut 9 mois pour qu'ils arrivent, etc., etc. Donc le temps long, c'est peut-être simplement pour les intellos, mais sur 3 décennies, voilà, sur 4 décennies, il y a eu tout de même des investissements très conséquents. Ils sont très conséquents, mais certes, ils sont insuffisants. Alors, sur le reste des annonces, l'assurance maladie qui devra, dans son message aux jeunes, prévenir du risque d'infertilité dès 2026. Elle va aussi augmenter le nombre de centres de conservation ovocytaire, 30 nouveaux centres d'ici à 2027 pour préserver sa fertilité. Ce sont des bonnes mesures, ça, pour relancer la natalité ? Alors, ce que je pense, c'est que ça met l'accent, ces 2 mesures que vous évoquez là, parmi d'autres, sur cette infertilité, c'est-à-dire l'infécondité involontaire. Des gens qui vous disent « je veux des enfants, je n'y arrive pas, à quoi puis-je prétendre au regard du progrès médical ?» Donc tout progrès en la matière est bon à prendre. Est-ce que ça va relancer statistiquement la natalité ? Certainement pas, ou de manière epsilonesque. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous avez 4% des enfants qui naissent d'une PMA. Bon, il y a 30 ans, c'était 0, parce que ça n'existait presque pas. Bien, mais s'il y a 4% des enfants qui naissent d'une PMA, vous avez beaucoup plus de couples quand même, une proportion beaucoup plus importante des jeunes gens qui passent par la PMA. Donc améliorer le recours au génie génétique, à l'aide médicale à la procréation, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Julien Damon, ancien directeur des études de la Caisse nationale des allocations familiales. Et je cite votre ouvrage paru aux éditions de l'Aube en 2024, « Bataille de la natalité ».